Toi aussi, tu veux devenir une star de YouTube, comme nous, et faire tes premières live sessions avec ton groupe? On va t'expliquer comment faire. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, je suis Gérald. Et moi c'est André, donc aujourd'hui on lance un nouveau concept qui va s'appeler peut-être les lives de AGS ou les lives de l'Académie du Gros Son, ou l'Académie du Gros Live ou l'Académie de la Grosse Session. Si vous avez des idées, vous mettez ça dans la description. Dans cette capsule, on a donc invité un groupe de Bruxelles, de Haze, qui est venu jouer ici dans le Noise Factory Studio pour nous et pour nos caméras et pour vous surtout, faire un morceau en live qu'on a enregistré, qu'on a mixé, qu'on a produit un peu. On va vous expliquer comment tout ça a été fait et vous donner quelques clés, quelques idées de comment vous pouvez faire ça chez vous. Vous allez voir, on a fait ça de manière la plus simple possible. On va vous parler du groupe dans 2 secondes, mais sachez juste qu'il s'agit d'un groupe un peu hybride, musique électronique, musique acoustique, tout ça se mélange un peu, voilà, vous allez voir. Et dans le futur, on aimerait faire d'autres profils aussi, des groupes de métal, de reggae, de la pop, enfin, un peu pour tous les goûts, pour vous inspirer, vous faire des trucs cool à la maison. Ce sera donc une sorte de making of de comment ça a été fait du morceau Prière par le groupe The Haze. Voici un extrait de ce que ça donne. Fini! Si vous voulez voir le clip en entier, il est sur la chaîne de The Haze, le lien évidemment dans la description. Et il est temps qu'on parle du... Hop. Avant de commencer, comme vous êtes cool et que nous on est cool, tout le monde est cool, vous allez liker la vidéo si vous voulez, je vous force pas à faire ce que vous voulez. Vous pouvez vous abonner à la chaîne de l'Académie du Gros Son, ça fait plaisir. Et surtout, moi je vous conseille d'aller sur l'academiedugrosson.com/bonus. C'est notre site, oui c'est sympa. Là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez pouvoir rentrer votre email. Et vous allez avoir plein de petits cadeaux parce que vous vous êtes inscrits. On a un guide d'achat pour votre home studio, on a un tableau des fréquences, on a des plugins et puis comme ça vous restez en contact avec l'Académie du Gros Son. On vous envoie un petit mail chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort, c'est-à-dire tous les mardis à 18 h. Et puis aussi c'est l'occasion en allant sur le site de voir tous les cours qu'on propose pour l'enregistrement. Entre autres justement on a un cours sur l'enregistrement d'un groupe à la maison qui reprend un peu tous les principes de façon simple pour faire un enregistrement à la maison qu'on a un peu utilisé dans la session aussi. Donc maintenant on peut y aller, je t'en prie. Ça va. Alors donc parlons du groupe. Le groupe qui s'appelle The Haze est un duo bruxellois, Stéphanie et Max. Max est producteur de musique électronique, il travaille surtout sur Ableton. Il fait beaucoup de morceaux house, de techno, voilà, tous ces genres qui n'ont pas d'enregistrement, mais où tout est fait dans l'ordinateur. Et Stéphanie, par contre, vient complètement de l'autre côté de la scène musicale, est chanteuse et flûtiste avec une formation classique. Et les deux se sont rencontrés il y a quelques années pour nous proposer ce duo, ce mélange de mondes vraiment cool. Et à un moment donné, dans leur parcours, ils ont fait plusieurs concerts à deux, à un moment donné, ils se sont dit, tiens, ce serait cool de proposer un concert, mais avec d'autres musiciens, d'autres musiciennes, qui vont interpréter les productions électroniques de Max, mais en version jouée sur des instruments, voilà. J'ai eu l'occasion de voir un de ces concerts, je trouve ça super cool, donc du coup, on s'est dit, invitons-les chez AGS et faisons ça pour vous, comme ça vous pouvez en profiter également. Si vous voulez savoir plus sur le groupe, il y aura une interview qui va sortir dans pas longtemps avec eux. Si vous voyez cette vidéo plus tard que ce qu'elle sort, forcément elle existe déjà, donc allez voir ça dans la description, on va vous mettre le lien aussi. Et sans plus attendre, parlons de ce qu'on a fait, de comment on a enregistré tout ça. Gérald s'est chargé de la technique musicale puisque c'est le patron du Noise Factory Studio ici, l'ingénieur house engineer de la maison. Alors donc voilà, il va vous dire tout sur comment ça a été fait. Alors, comment on a pensé la chose? D'abord, on a dû penser, et alors si vous voulez faire ça, refaire ça vous-même, c'est la première question à laquelle on a dû penser, c'est où va-t-on positionner le groupe? Parce qu'il y a différents problèmes qui peuvent se poser. D'abord, il y a l'aspect forcément audio. C'est un live, tout le monde va être ensemble. Donc, c'est bien que tout le monde soit dans la même pièce, mais il y a un souci évidemment de reprise. Ça, c'est classique quand on enregistre en live. Donc, comment va-t-on gérer, positionner? Et en même temps, personnellement, on en a discuté, on voulait quand même avoir la possibilité de positionner les caméras où on voulait pour qu'on ait quand même des visions d'un groupe qui jouent ensemble un peu en version live. Moi, perso, comme sur une scène. Voilà, c'est ça. Moi, je préfère les versions, les live sessions, je dirais, type un peu studio, où on peut se représenter quand même le groupe. Parce que parfois, certains, vous voyez juste un musicien, puis l'autre, et on n'a pas de vision d'ensemble. Donc, la première chose qu'on s'est dit, c'est qu'est-ce qui donnerait le mieux au niveau de l'image, au niveau de la représentation
et en même temps qui permet de quand même isoler un peu. Bon, c'est vrai qu'au studio, on a la chance d'avoir quand même un espace relativement grand. C'est vrai. On a beaucoup de chance. Voilà, c'est à voir. Et donc, on a mis ça d'un côté de la pièce. On a travaillé sur la largeur de la pièce pour pouvoir justement pouvoir mettre tout le monde côte à côte, pour pas devoir tourner trop dans la pièce. Et aussi, on a tenu compte un petit peu de la position des fenêtres pour que ça fasse qu'il n'y ait pas de contre-jour, de choses qui gênent. Donc, les compromis qu'on a fait, c'était plutôt pour favoriser l'aspect visuel des choses. Surtout que, moi c'était mon principe en me disant que parfois il y a de l'harpiste, c'est pas grave, c'est pas gênant. J'ai fait beaucoup de live. Quand je parle d'harpiste, c'est des instruments qui vont se placer dans les micros d'autres instruments. Donc, par exemple, ici dans notre cas de figure, principalement la batterie qui va aller taper dans le micro de la voix. Voilà, ce genre de choses. Et c'est tout, parce que le reste, vous allez voir, tout est en DI. C'est propre à chaque projet, mais non, voilà, dans ce projet-ci, c'est un peu spécifique. Oui, évidemment, c'est pas quand les gens vont pisser dans un coin de la pièce. Non, c'est pas pareil. Tu as bien fait de préciser. Au début, parce que j'ai fait souvent des lives comme ça me tracassait. J'essayais toujours d'isoler un maximum. Par la suite, je me suis rendu compte que pour finir, c'est pas une mauvaise chose. Il faut juste être conscient de ce problème de repiste qui peut bien contrôler, ne dire ni un problème, qui peut même parfois être quelque chose de positif. Ça peut même devenir un mélange de sons qui crée une ambiance, une atmosphère. Voilà. Il faut juste vous assurer. Dans 2 minutes, comment est-ce qu'on a réussi à en tirer quelque chose d'intéressant. Exactement. Il faut juste en être conscient et bien gérer. Donc ce n'est plus forcément un souci. Et en plus, dans ce cas-ci, on est sur quelque chose avec une base fort électronique. Donc pour vous expliquer un peu, il y a un batteur, mais qui travaille beaucoup avec entre autres un SPDS et ils ont l'habitude de trier leur son. Un pad électronique avec lequel ils déclenchent des samples. Et en plus, ces éléments caisse claire, grosse caisse, ils ont l'habitude en live de les trier. C'est-à-dire que ils frappent sur la grosse caisse, mais ça déclenche d'autres sons. C'est dans leur habitude. Un synthé, c'est facile à isoler. Une basse, c'est très facile à isoler, on peut la prendre en direct, c'est ce qu'on a fait ici. On va voir ça un petit peu plus en détail, on va vous montrer la session, et comme ça vous allez pouvoir entendre un peu comment ça sonne. Mais donc du coup, tout ça est très isolé. Le vrai problème, c'était le chant et la flûte et la batterie. Forcément, pour que ce soit un peu esthétique et joli, on n'allait pas les écarter la pièce... ça aurait pu, mais voilà, c'est pas comme ça que ça se fait aussi, mais c'est pas comme ça qu'ils font en live. Donc on a voulu garder un peu cet esprit live. Donc c'était plutôt ça qu'il a fallu gérer. Surtout la voix, c'est souvent le problème que je rencontre, c'est la batterie qui repasse beaucoup dans la voix. Donc ça, je vais voir un petit peu comment on a géré ça dans ce cas-ci. Mais c'est vrai que c'était pour un premier, c'était un cas de figure assez facile parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient assez faciles à isoler. En réalité. En plus, en live, comme ils viennent du monde électronique, c'est devenu un petit peu hybride et qu'ils ont rajouté des instruments, il y a ce qu'on appelle des bandes, il y a des enregistrements qui tournent aussi derrière en plus. Ça, c'était des choses qu'on a mis directement dans notre session. Je vais vous expliquer l'aspect technique un peu après, mais donc voilà, il y avait tous ces éléments-là, forcément tout ça est bien isolé. Donc ce qu'on avait vraiment en acoustique, c'était flûte, voix, batterie. C'est ça. Ma façon d'aborder les choses, j'ai voulu être minimaliste au niveau des micros. Déjà, il n'y avait pas énormément d'éléments, mais donc j'ai voulu aller au minimum. C'est vrai que quand je fais une batterie, par exemple, je vais mettre 3 micros sur la grosse caisse. Quand je travaille sur un live, j'essaye un micro. Vraiment, le minimum pour minimiser tout l'aspect, cette fameuse aspect repiste. Donc qu'est-ce que j'ai fait donc, en ayant ça à l'esprit je suis parti avec ceci. Donc ici, c'est la session. Vous voyez, il n'y a pas des masses de pistes. Alors, ce que j'ai voulu faire ici, c'est comme vous voyez ici, il y a un micro grosse caisse, minimal. Caisse claire, j'ai quand même voulu faire top et bottom parce que j'aime quand même bien avoir le timbre. Après, j'étais parti avec une idée. J'ai installé, ça a un tout petit peu évolué en cours de route, je vais vous expliquer. Alors ici, ce que est Tom, en fait, en réalité, j'ai vu Denis arriver avec un floor tom. J'ai dit, je vais micer le floor tom. Et en fait, il s'en est juste servi pour poser une cloche. Donc voilà. Donc j'ai laissé le nom de ma piste que j'avais préparée en amont. Mais en réalité, c'est juste parce qu'il y a un moment, il joue de la cloche et elle est posée sur ce tom. Et voilà. Donc c'est resté ce micro-là. Overhead, gauche-droite. Tout ce qui est très classique, un petit AB standard, il me semble. Oui, c'est ça. Donc vraiment la façon dont on pourrait micer un overhead, un peu la technique comme quand on fait une batterie avec vraiment que quelques micros, genre à 3-4 micros. Ou en concert, oui, voilà, ou en concert, pareil. Plutôt focalisé sur le kit et assez proche, un minimum de room pour éviter de reprendre un peu tout. Ici, vous avez donc 2 pistes qui s'appellent SPDS1, SPDS2. Donc c'est les sorties donc, du pad, du module de son
sons qui permettent de déclencher des samples ou d'autres percussions électroniques ou autres. Alors comment c'est configuré chez eux? En fait, on a pris, dans le SPDS, il y a moyen, dans ce modèle-là, maintenant il y a d'autres modèles qui permettent plus, mais là il y avait juste moyen d'avoir 2 sorties séparées. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'une sortie, on l'a utilisée pour la grosse caisse, c'est comme ça qu'ils font en live en fait. Sa grosse caisse est triguée, donc il y a un petit capteur qui rentre dans le SPDS et qui déclenche un son de grosse caisse qui est mélangé à sa grosse caisse principale. Donc tout ce que vous voyez ici sur cette piste-là, en fait, c'est juste ce qui joue à la grosse caisse naturelle, qui est doublé par un autre son de grosse caisse électronique. Et alors l'autre piste, en fait, c'était tout ce qui était caisse claire. Et là, comme il n'y avait que 2 sorties, il a fallu faire un compromis. C'est parce qu'il a effectivement aussi un trigger sur sa caisse claire, donc qui fait que chaque fois qu'il tape sur la caisse claire, ça déclenche un sample dans le SPDS. Mais en plus, sur les pads du SPDS, il joue d'autres sons de caisse claire différents. Il y en avait 2 autres en plus. Tout ça sort sur la même sortie. Donc on a une sortie qu'on a considérée comme étant la sortie grosse caisse électronique et l'autre qui est la caisse claire électronique. Certains sons, je me répète, certains sons déclenchent en même temps que sa caisse claire acoustique et d'autres qui jouent en plus. Si je viens en fait zoomer un peu dessus, vous voyez, ici ça c'est la piste caisse claire, vous avez ici des... Oui, il en manque un peu, mais on les a remis après. Ah, j'avais pas fait gaffe à ça. Voilà, je découvre en même temps que vous. Voilà. Parce que moi, il y a quelques-uns qui ne sont pas déclenchés. Je me suis occupé de l'enregistrement mal, comme vous voyez. Enfin, après, c'est pas moi qui réglais le trigger. Ça, c'était plus propre à sa machine. Et puis après, André s'est occupé du mixage et de la post-prod. Et vous voyez ici, il y a des caisses claires supplémentaires qui ne sont pas du tout avec la piste caisse claire naturelle. Ça, c'est des choses qu'il a jouées du coup sur le pad, comme vous pouvez voir dans le clip si vous allez voir. Voilà, au début, il joue que là-dessus. Voilà. La piste suivante. Alors moi, c'est mon petit code couleur. Donc on change de couleur, on change d'instrument. Donc là, c'est la basse. Là, c'est très simple, on a pris en DI direct. Alors dans la vidéo, on a voulu faire les choses bien jolies. Ça, c'est un truc qu'on vous conseille. C'est si vous faites une vidéo, essayez de mettre un peu de déco, habiller un peu le truc. Donc on a mis des amplis, on a mis un ampli basse, mais en réalité, il n'est pas branché, juste pour pouvoir Je crois qu'on était branché dedans, mais on en sortait en DI, il me semble. On sortait de la oui, DI et de l'ampli, c'est vrai. Ouais. C'est très exactement ça. Merci, on s'en souvient très bien, comme cher assistant. Pour être franc, on n'a pas fait ça. On a fait ça il y a déjà quelques semaines. J'ai un tout petit peu oublié, mais ça revient. C'est pas grave. Effectivement, on avait utilisé parce qu'à un moment, on avait émis la possibilité de brancher l'enceinte dans une autre pièce. Dans le studio, c'est possible de faire ça et de remettre un micro dessus. Pour finir, on a juste pris le son direct de la tête. On a dit c'est cool comme ça. En fait, on s'est juste rendu compte que ce serait compliqué beaucoup les choses pour un son qui finalement n'était pas en accord avec la volonté musicale du projet, parce que dans tous les cas, on voulait en faire un son un tout petit peu synthé, un peu trituré et tout, donc c'était pas un son de basse, micro, d'ampli. Ça s'y prêtait pas. Une piste en moins, un micro en moins, une source d'ennui pas mal de câbles en plus. Pour un live, on a envie que ce soit le plus fluide possible. Parce qu'à un moment, quand il faut y aller, les musiciens vont... Il y a un moment, ça va être la bonne prise, il faut que tout soit opérationnel à ce moment-là. Voilà, et vous allez voir dans la partie post-production, on a un peu trituré tout ça pour en faire une piste basse un peu plus comme on voulait dans le morceau final. Et ça, c'est dans la discussion avec le groupe, il retient. Absolument. On s'est dit, c'est pas la peine de se tracasser plus que ça. Ensuite, vous avez un autre instrument, c'est les 2 claviers. Donc, comme le claviériste avait 2 claviers, du coup, on les a pris en séparé avec des DI classiques, donc une prise instrument. On ne peut plus standard, donc deux claviers en stéréo. Et alors, la dernière piste, ce que j'ai appelé lead, en fait, c'est Stéphanie, la chanteuse. C'est-à-dire que c'est là qu'elle chante, mais c'est aussi là qu'on a la flûte qu'elle a enregistrée. Alors, mon concept au début, parce qu'une flûte, c'est quand même quelque chose de spécifique en termes de la façon où le son sort, et qu'un flûtiste ou une flûtiste en live a tendance à mettre son micro la bouche près de son micro, et donc on peut avoir beaucoup de souffle. Et je sais que ça pouvait être gênant. Donc, de prime abord, j'avais prévu un autre micro plutôt condensateur, mais tout en sachant que ça allait sûrement reprendre encore plus de batterie, mais j'avais prévu pour tester. Et puis après, Stéphanie m'a dit non, mais en live, moi je fais dans les 2, j'ai l'habitude. Je lui ai dit, testons, du coup. On a testé et j'ai trouvé le truc bien équilibré. Il y avait un peu de souffle, mais juste ce qu'eux aimaient bien. On a fini par même en rajouter un peu par la suite. Enfin, un peu préciser la chose. D'accord. C'était vraiment cool. Donc voilà. Après, il faut être sûr de ce qu'on fait avec un peu d'expérience, être sûr que ça ne va pas gêner. Si vous avez un doute, c'est toujours bien d'avoir une sécurité, mais de nouveau, pensez minimaliste, éliminez tout ce qui peut être souci d'erreur et qui va créer des problèmes de phase et ce genre de choses après. Donc, avoir un micro... Si vous n'êtes pas sûr ce que c'est la phase, alors ici, on va en parler quand même quelques fois. J'ai une vidéo là-dessus qui ressemble à ceci, donc allez voir ça. Voilà.
Et donc, ça m'a facilité grandement la vie et ça marchait très bien. Donc ça, c'est exactement ce que vous avez. Si on regarde ici en dessous, ce sont les différentes pistes, les backings qu'eux utilisent en live. On a dû éditer un petit peu pour adapter à ce qu'ils voulaient faire ici en live. Donc je remise tout ça dans un seul dossier, donc on peut considérer comme une piste. Ça, c'est donc les backings, c'est-à-dire les bandes qui tournent derrière. En live, où ils mettent les choses. Eux, ils ne jouent pas. Voilà, il y a personne qui les joue, c'est toujours la même chose. C'est ça. Et alors, après, pour aller jusqu'au bout de l'aspect technique, donc moi, j'avais ça dans ma session, donc c'est moi qui leur envoyais ça. D'habitude en live, c'est eux, ça part d'un ordinateur. Ben, ici, c'est moi qui l'envoyais. Il y avait un clic, parce que forcément, comme ils jouent sur des bandes, il fallait que ce soit au clic. Donc tout le monde avait ça dans les casques. Et puis j'ai fait un pré-mix, et chacun avait sa petite mixette pour faire son retour. Chacun y va de son système, et c'est vrai que c'est comme un live, donc il faut idéalement prévoir que chaque musicienne puisse avoir son retour indépendant et fixe, quoi. Fort important pour que, ici, comme vous voyez, la technique est minimaliste, exprès, et c'est ce qu'on vous conseille. Et donc, du coup, ça a permis aux Zikos dans la pièce de travailler un peu plus entre eux, et de vraiment travailler leur son, travailler la façon dont leur son individuel interagissent. Et c'est en fait la plupart du travail qu'on a fait ce jour-là, enfin, en tout cas, qu'eux, ils ont fait ce jour-là, c'était trouver un moyen pour jouer encore plus ensemble et sonner encore mieux ensemble. Et ça, évidemment, si vous n'avez pas des mix individuels, c'est un peu plus compliqué à réaliser. On va essayer que ce soit le plus confortable pour que, comme c'est une prestation live, même si après on peut retoucher des choses, c'est quand même le but d'avoir une énergie et il faut un instant T. Voilà. On a fait plusieurs prises, on a choisi la meilleure. Comme vous voyez ici, tout ça est extrait d'une prise. Seul petit détail où on a pris un petit risque, c'est ici pour la voix. Il y avait 2 endroits où c'était mieux dans une autre prise. On a testé, la façon dont la batterie repassait dedans permettait de le faire, donc on a pris le risque. De toute façon, on avait les autres pistes en dessous. Donc c'était vraiment... Ça, évidemment, si vous enregistrez tout dans la même pièce ensemble, faire après ce qu'on appelle un comp ou un montage de différentes prises, c'est toujours un tout petit peu compliqué. C'est plus compliqué, mais pas impossible. Voilà. Loin de là. Ici, en fait, même on avait, après, sur la post-production, on est même allé plus loin. On a encore changé quelques trucs sur la voix notamment, sur les claviers, je crois. Enfin, on a encore un peu remonté des choses et honnêtement, il n'y avait aucun problème. Voilà. C'est aussi parce que c'était très droit, fort métronomique et la batterie était fort simple en termes de sonorité. Et on avait des très bons musiqueuses qui jouaient droit. Voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai que c'était aussi possible parce que la batterie, il avait un jeu, c'était pas non plus un jeu métal, donc ici c'était propice à ce que tout se mette bien et que ce soit assez facile à gérer. Merci The Haze. Donc je vais vous faire écouter un petit peu comment ça sonne, un petit peu les différents éléments. Il n'y a rien d'extraordinaire. La grosse caisse, j'ai mis ça à un endroit assez standard. Vous avez ça dans notre vidéo sur la grosse caisse. Pareil, pour les caisses claires, tout ça, il y a les liens dans la description. Donc c'est des choses ultra standards qu'on a faites. Donc la première chose, je vais vous faire écouter un petit peu maintenant la prise, de comment ça sonne tout ensemble à la fin de la prise, avant la post-prod et le mixage. Je deviens émotionnel avec tout ça. Donc ça, c'est ça c'est la version brute de l'enregistrement. Ce qui est intéressant peut-être ici, c'est d'écouter tout le groupe batterie. Vous voyez un petit peu dans la pièce comment ça sonne. C'est plutôt assez ultra propre, un tout petit peu de flûte dans le fond, mais on est assez tranquille. Malgré le fait qu'il joue que kick snare, voilà, tu peux peut-être faire écouter là, sur le dernier bout, là il se passe un tout petit peu plus, voilà. Pas beaucoup. Donc une prise de son assez classique, vu comment tout est équilibré. Comment ça sonne déjà, le kit sonne déjà bien, parce que il joue bien, il est bien équilibré, voilà. Et il y a peu d'autres éléments qui sonnent vraiment dans la pièce. Les lignes directes, là-bas, je peux vous faire écouter quand même, ça sonne comme ça, vous verrez qu'il y a quand même une différence par rapport à la prod finale. Voilà, qui sonne pas vraiment basse électrique classique. Moins. On avait passé par deux pédales un peu spécifiques, mais voilà. Type un peu basse synthé. C'est ça, ouais. Les claviers, c'est du direct, donc c'est facile. Et peut-être le plus intéressant, ce qui est toujours le plus difficile à dealer dans ce genre de truc, c'est la voix. Donc le micro-voix qui prend flûte et voix. Voilà comment ça sonne. Là, on l'a dealé, c'est bon. Oui, il y a de la batterie dedans, mais en fait, moi, dans ma façon de voir les choses, parce que vous avez vu, j'ai pas mis de micro-room, par exemple.
je m'étais dit que ce petit peu de batterie me donnerait un petit peu de profondeur par rapport au son de batterie qu'on a entendu, qui est quand même assez direct. En fait, c'est vraiment beaucoup de son direct. Ça permettait, je me suis dit, peut-être avoir au mix, ça pourrait peut-être donner un peu de room. J'ai pas mis de micro-room parce que je voyais pas trop l'intérêt dans ce cas-ci, comme on est sur un truc quand même fort, électro et des textures où on voulait être proche. On avait discuté avec le groupe, de prime abord, c'était même pas sûr que la grosse caisse claire acoustique allait finir dans la version finale. Ça va finir dans la version finale. Voilà. Donc du coup, le côté room n'avait plus trop de sens. On Bien peut sûr. peut-être aller à un endroit où il y a du chant, pour vous montrer qu'en fait, l'équilibre voix et flûte était juste nickel, donc il n'y avait pas de gros changements de réglage à faire, et du coup, tout s'équilibrait bien. Et comme la voix n'allait pas aller plus fort ou moins fort, ça n'allait pas trop changer non plus ce volume de batterie, si ça faisait un petit peu effet room en définitive. Voilà, on est sur quelque chose, au niveau des tessitures, du volume et tout, on est quelque chose d'assez similaire, donc ça permettait de pouvoir garder. Quand moi j'ai enregistré, après je sais pas ce qu'il en a fait, ça c'est le mec après qui a fait ce qu'il voulait, mais moi dans mon état d'esprit, quand je voulais avoir quelque chose qui pouvait rester constant et qu'on n'allait pas devoir changer en fonction des éléments ou couper, et qui risquait de changer un peu la couleur de la batterie, au cas où la batterie allait repasser fort dedans. Mais voilà. Donc, et ici, c'est, je pense aussi important de dire que, évidemment, Stéphanie a l'habitude de faire ça. Ça fait longtemps qu'elle fait ce combo flûte-chant, et sa couleur de voix, comme tu disais, se prête en fait bien un peu au même traitement que sa couleur de flûte. Et du coup, quand j'ai fait le mix, je me suis retrouvé avec pratiquement les mêmes réglages au niveau des EQ, etc. au début. Bon, dans la version finale, on a trituré tous les deux, un peu méchamment, vous savez. Voilà. Et c'est du coup, ça aurait été plus compliqué si j'avais dû mettre 2 micros, parce que à ce moment-là, est-ce qu'on laisse les deux en permanence? Parce que du coup, la batterie n'est pas dedans. Donc du coup, si on enlève, on remet. Donc ça, je dois avouer que j'ai eu du bol. C'était bien équilibré. Après, comme c'est un groupe qui fait ça en live, forcément, il y a un petit peu cet entraînement. Ça fait le tour un petit peu de cette première session live. Comme ça, vous avez vu qu'on peut obtenir de bons résultats avec rien de très compliqué, en définitive. Ici, c'était une première. Tout l'aspect électronique, évidemment, a rendu la chose plus facile. Mais si le concept vous plaît, n'hésitez pas à le mettre. Et on essaiera de faire des choses peut-être plus acoustiques et des trucs un petit peu plus complexes pour vous aider. N'hésitez pas à nous mettre ici dans les commentaires si vous avez des questions spécifiques. On vous sera un plaisir de vous répondre. Également, si vous voulez voir ce genre de contenu, ce genre d'analyse, de travail dans des styles particuliers, mettez-nous ça dans les commentaires. Comme ça, on va chercher des groupes et des projets qui sont un peu dans ces styles-là pour vous. Et pour la partie post-production, donc le mix, qu'est-ce qu'on a fait comme production, comme sample, truc machin, des trucs un peu cool, tu vas voir. Tout ça, ce sera dans une vidéo très bientôt. Donc n'hésite pas à revenir ici pour dans 1, 2, 3 semaines, on ne sait pas trop, voilà, on verra. Mais comme tu es abonné à notre mailing list, tu vas recevoir le mail de quand ça sort. C'est pas mal, et ça. puis si jamais c'est déjà sorti entre-temps, c'est déjà dans la description. Forcément. Donc voilà, n'hésite pas à voir parce que ça va être vraiment plein de chouettes enseignements sur comment amener ce petit prémix, ces petites versions ici de travail pour l'instant un peu plates, comment en faire quelque chose qui vraiment explose et qui est vraiment cool. Donc n'hésite pas à aller voir ça. Merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. Maintenant, il est temps de rentrer à la maison, préparer ses caméras, ses micros, faire un joli plan, voilà. Et surtout, de Faire de la musique.